Je remercie le comité d'organisation pour m'avoir donné l'opportunité à ce jour de vous parler d'un motif très fréquent de consultation qui est l'ataxie de l'enfant, démarche diagnostique et prise en charge. Tout d'abord, j'ai aucun conflit d'intérêt et mon plan, il est réparti comme suit. En fait, pour définir qu'est-ce que c'est l'ataxie, c'est un terme qui vient du grec, donc a pour négation et taxis pour parler d'ordre. Donc en fait, c'est un groupe de signes ou bien un symptôme qui désigne essentiellement un manque de coordination du mouvement volontaire. Ça peut être au niveau du tronc, au niveau des membres ou bien au niveau de la tête, qui est associé à une irrégularité de l'action, à des troubles de tonus et des troubles de posture. Comme vous le savez très bien, c'est un motif qui est certes très fréquent de consultation et malheureusement chez l'enfant, il est souvent confondu avec d'autres signes, notamment le déficit moteur, d'où la complexité de l'approche et la fréquence des diagnostics différentiels qui sont représentés par l'enfant. Donc, tout d'abord, rapidement, je vais vous rappeler sur le plan anatomique, l'ataxie, en fait, ça peut être un désordre au niveau du cervelet. C'est en fait le petit cerveau qui est composé de deux lobes latéraux, qui sont les hémisphères cérébelleux, et donc une formation médiane qui est très étroite, c'est le vermis cérébelleux. Et donc sur le plan fonctionnel, il est composé aussi de trois parties. Et d'avant en arrière, il y a ce qu'on appelle le lobe floculo-nodulaire. Par la suite, on va retrouver le paléocervelet, qui est la partie ventrale, et ce qu'on appelle le cervelet statique. Et toute anomalie de cette partie va donner, sur le plan clinique, un syndrome cérébelleux essentiellement statique. Et finalement, il y a la partie dorsale qui s'appelle l'archéocervelet. Et en fait, c'est notre cervelet plutôt qui est cinétique. Et toute anomalie dans ce cadre-là va donner plutôt essentiellement, sur le plan clinique, des troubles de coordination. En deuxième lieu, une ataxie peut être aussi d'origine proprioceptive. Et qu'est-ce que ça veut dire proprioceptif? En fait, c'est une atteinte au niveau de la voie hémiscale. Je vous rappelle rapidement, donc la voie hémiscale, elle, c'est notre voie de sensation de tact fin, de proprioceptivité, et qui va passer par la racine postérieure de la moelle épinière, va gagner le cordon postérieur de la moelle et va faire sa décussation au niveau rachidienne, au niveau en général des noyaux graciles et cuneiformes. Après la décussation, on a le troisième neurone qui va passer du noyau ventro-postérolatéral du thalamus, va arriver jusqu'au cortex somesthisique. Donc, vous devinez que toute anomalie au niveau de cette voie hémiscale va donner ce qu'on appelle une ataxie proprioceptive, qui diffère bien sûr sur le plan sémiologique d'une ataxie cérébelleuse. Et en dernier lieu, une ataxie, ça peut être aussi vestibulaire, par une atteinte du système vestibulaire, ou bien périphérique, c'est-à-dire notre labyrinthe postérieur, qui est composé des canaux semi-circulaires, de l'étricule et du sacule, arrivant par la suite par le nerf vestibulo-cochléaire, et ou bien ça peut être aussi d'origine centrale par une atteinte du noyau vestibulaire au niveau du bulbe, ou bien par les voies centrales au niveau du système nerveux central. Donc, un rapide rappel physiologique. Donc, ça, c'est une coupe histologique de notre cervelet. En fait, il a été longtemps dit que notre cervelet, c'est une partie rudimentaire du cerveau. Et ça, il y a de nouveautés en fait dans le domaine de connaissances par rapport à ce précieux organe. En fait, il s'agit plutôt d'un organe qui est beaucoup plus complexe, qui est associé, à part au contrôle du mouvement volontaire de nos muscles. Il est aussi incriminé aussi dans le domaine aussi cognitif, à savoir les fonctions exécutives, l'attention, le langage, etc.
Pour faciliter les choses donc, je me suis basée donc, sur cet article qui a été publié en 2019 par Saintosh et Hall et qui a donc procédé à cette approche qui simplifie les choses. Tout d'abord, il va classifier donc, l'ataxie selon une classification anatomique, donc sur le plan topographique. Ça peut être cérébelleux, ça peut être vestibulaire ou bien proprioceptif. Et en dernier lieu, selon une classification qui est plutôt clinique, qui se base essentiellement sur le mode évolutif de cette ataxie. Donc, sur le plan anatomique, l'ataxie cérébelleuse, comme son nom l'indique, c'est l'ensemble en fait, de symptômes qui sont dus à une atteinte du cervelet ou bien des voies cérébelleuses qui se situent au niveau du tronc cérébral. Et ça va donner, en général, sur le plan clinique, 3 sortes de signes. Au premier plan, c'est l'ataxie statique, l'ataxie cinétique et les signes associés. Pour l'ataxie donc, statique, comme montrent ces vidéos, donc tout d'abord, cette ataxie posturale, ça va se manifester par une marche qui est ébrieuse, les bras et les jambes qui sont écartés, avec un demi-tour qui est décomposé. Et donc, on peut avoir une station assise aussi qui est très instable et un tremblement du chef. À la station debout, donc pieds joints, on va avoir cette fameuse danse des jambiers antérieurs. Par la suite, il y a l'ataxie cinétique, qui va se manifester par des troubles de coordination dans l'espace, c'est-à-dire c'est l'hypermétrie ou la dysmétrie. Donc à l'épreuve douanée, on va avoir une augmentation de l'amplitude de mouvement et ça va buter donc après le but, ou bien la synergie, et en fait c'est des difficultés au niveau des mouvements simultanés. L'exemple type, c'est la manœuvre de l'accroupissement donc, de l'enfant. On va avoir l'absence de décollement des talons chez l'enfant, ou bien par la manœuvre, on va demander au patient de passer d'une position couchée à la station assise et on va avoir un décollement excessif des membres inférieurs. C'est ce qu'on appelle la synergie. Il y a aussi les troubles de coordination dans le temps. Maintenant, on va demander à l'enfant de faire l'épreuve douanée donc de 2 côtés simultanément et on va avoir donc un retard de l'initiation d'un côté du mouvement ou bien un retard aussi de l'arrêt de ce mouvement. C'est ce qu'on appelle la dyschronométrie. Et la diadococinésie, c'est les mouvements qui sont alternatifs, comme l'épreuve de marionnette. On va avoir des troubles de coordination à l'épreuve de marionnette. Il y a aussi l'écriture qui va être donc affectée, avec l'écriture qui va être à grandes lettres, irrégulièrement espacée, avec des embardés. Et en 4e lieu, il y a la dysarthrie cérébelleuse, avec la voix qui est scandée, exclusive. Donc, ce vidéo illustre ce que je viens de vous expliquer. Pour les signes associés, c'est les troubles de tonus en général qui se manifestent par l'augmentation de la passivité des muscles, le ballon qui va être excessif, l'hyperextensibilité. L'hypotonie dynamique, c'est l'épreuve de Stewart-Holmes, c'est la diminution de la résistance au mouvement passif que va montrer l'enfant et les réflexes pendulaires, c'est-à-dire l'augmentation donc de la réponse des réflexes qui va être beaucoup plus, avec des oscillations qui sont beaucoup plus fréquentes. Il y a aussi le tremblement que vous le savez très bien, donc c'est un tremblement de début et de fin, donc qui s'appelle le tremblement intentionnel. Et le nystagmus, c'est ces fameuses secousses nystagmiques qui s'agissent donc de troubles rythmiques des globes oculaires qui va se manifester à la fixation ou bien à la poursuite oculaire et qui va être défini par le sens de la secousse rapide. En 2e lieu, l'ataxie proprioceptive, comme j'ai déjà donc expliqué, c'est l'ensemble de symptômes qui vont se situer au niveau de la voie lemniscale, c'est-à-dire au niveau de l'atteinte au niveau du système nerveux périphérique ou bien au niveau du cordon postérieur de la moelle. Et ça va se manifester cliniquement par des douleurs fulgurantes à type de bourroiement, de serrement ou bien de décharge électrique, de dysesthésie. Et sur le plan clinique, on va avoir ce qu'on appelle le syndrome cordonal postérieur, avec une ataxie, une marche ataxique talonnante, comme va montrer ce vidéo,
Et un signe de Romberg, c'est-à-dire quand on va demander à notre enfant de faire la position debout, pieds joints, avec une fermeture des yeux, il va y avoir une déviation du train, donc avec une aggravation à la fermeture des yeux. On va aussi avoir des signes sensitifs profonds associés, comme l'erreur de sens de position des gros orteils, l'astériogonosie, c'est-à-dire les difficultés de préhension aveugle du pouce, la graphesthésie et la dysmétrie à la fermeture des yeux. Sur le plan paraclinique, on peut compléter par l'étude de potentiel évoqué somesthésique qui vont confirmer l'atteinte de la conduction lemniscale. Maintenant, et c'est le dernier type d'ataxie, c'est l'ataxie vestibulaire, comme va montrer ce vidéo. En fait, cette ataxie aussi, elle est aggravée par l'occlusion des yeux. Et le maître symptôme, c'est les vertiges. Donc l'enfant va se plaindre essentiellement du symptôme vertige. Et sur le plan clinique, on va avoir les troubles de l'équilibre vestibulaire avec la fameuse marche en étoile de Babinski-Well. Il y a aussi la marche en zigzag. Le nystagmus, qu'on va définir aussi sans sens. Le signe de Romberg avec la latéropulsion du train. L'épreuve des index, c'est la latérodéviation des index du même côté que le signe de Romberg, et les signes associés qui sont de grande valeur diagnostique topographique, comme les signes cochléaires qui sont en faveur d'une atteinte périphérique du système vestibulaire périphérique, ou bien neurologiques comme les céphalées ou autres qui sont donc plutôt en faveur d'une origine centrale de notre syndrome vestibulaire. Donc, deuxième type de classification abordée par l'article, c'est selon le mode évolutif. Et on peut classer notre ataxie en ataxie donc aiguë. Et il y a beaucoup d'étiologies. En premier lieu, il faut éliminer tout ce qui est toxique et comme l'exposition à l'alcool, les antiépileptiques, surtout les benzodiazépines, la carbamazépine, le phénobarbital, la phénitoïne et les antidépresseurs tricycliques. Il y a les causes infectieuses, comme vous le savez très bien, c'est les causes surtout virales avec le virus de la varicelle zona, l'abcès, la cérébiolite bactérienne, il y a aussi le mycoplasme, le West Nile, et il y en a beaucoup donc, de bactéries qui peuvent donner une cérébiolite. Il y a aussi la labyrinthite. Les causes para-infectieuses comme l'ADEME, donc c'est l'encéphalomyélite aiguë disséminée, la myélite aiguë transverse, le syndrome de Guillain-Barré, le syndrome de Miller-Fisher, l'encéphalite de Bickerstaff. Il y a aussi les causes vasculaires, comme la migraine basilaire qui est très rare, les vascularites, la maladie de von Hippel-Lindau, les hémorragies, les thromboses et les emboles. Les tumeurs, comme les tumeurs cérébelleuses ou les tumeurs médulaires, mais il y a aussi les syndromes paranéoplasiques, comme le syndrome de Kingsboom, qui est donc un syndrome paranéoplasique connu, donc associé au neuroblastome. Il y a aussi les causes épileptiques, comme les états de mal épileptiques non convulsifs, et les étiologies finalement inflammatoires. C'est surtout les syndromes acquis-déminisants de l'enfant, comme la sclérose en plaques de l'enfant, la neuromyélite optique de Fick ou bien l'encéphalomyélite à anticorps anti-MOG. Donc, pour faire plus simple, donc, je vais vous simplifier les choses à l'aide de cas de notre service. Donc, c'est des cas illustratifs. Donc, premier cas, c'est le cas de Saïf. Donc, il est âgé de 11 ans. Il est sans antécédent pathologique et il s'est arrivé à nos urgences pour des troubles de la marche, instabilité, ataxie aiguë d'installation progressive. Et quand on a donc bien interrogé l'enfant, il y avait 2 semaines avant un tableau donc, typique de gastro-entérite, donc avec une diarrhée et une fièvre. À l'examen, on a examiné l'enfant, il y avait une ataxie qui est mixte, donc cérébelleuse et proprioceptive, des réflexes qui sont abolis et une ophtalmoplégie. Donc, devant cette triade, ataxie, ophtalmoplégie, aréflexie, premier diagnostic à évoquer, je vous laisse deviner. Donc, c'est le syndrome de Miller-Fisher qui est une forme atypique de syndrome de Guillain-Barré. Et il faut s'en méfier car souvent cette triade elle est incomplète. On peut avoir une ataxie, une ophtalmoplégie seule ou bien une ataxie, une aréflexie seule. Donc l'EMG aussi, il peut être normal. Donc chez notre patient, on a fait l'EMG à 2 reprises, même à J10 de la symptomatologie, donc il était normal, mais à la ponction Lambert, à l'étude de LCR, donc a montré une dissociation albuminocytologique.
Il faut savoir que c'est une pathologie dysimmunitaire, donc on peut avoir une preuve immunologique, et on a fait le dosage des anticorps anti-GQ1B qui étaient positifs à 3 croix, et donc on a retenu finalement le syndrome de Miller-Fisher, et on a traité notre enfant avec les immunoglobulines avec amélioration. Donc, deuxième enfant, c'est Zaid. Donc, Zaid, il est âgé de 1 an, 3 mois. Lui aussi était sans antécédents pathologiques notables, avec un bon développement psychomoteur. Une semaine avant, il a présenté un épisode infectieux, une rhinorrhée avec une fièvre. Et comme vous voyez dans la vidéo, il était très instable, donc avec la station assise qui était impossible, donc, avec ce fameux tremblement du chef. C'est typique d'un syndrome cérébelleux statique. Donc, il était apyrétique. Le bilan standard n'a pas montré de syndrome inflammatoire biologique. L'IRM de Zaid a montré, comme donc, la figure montre, des lésions cérébelleuses bilatérales, on est T2, et la ponction lombaire a montré une discrète pliocytose qui est possible dans le cadre de cérébellite post-infectieuse, donc avec une pliocytose à 11 éléments blancs, avec une protéinorachie qui est normale. Et comme vous le savez très bien, c'est le diagnostic de cérébellite post-infectieuse qu'on a retenu. L'enfant a été mis donc, sous corticothérapie avec une nette amélioration. Donc, troisième cas, c'est Jude. Donc, je vous laisse deviner c'est quel signe vidéo 1 et 2. Donc, Jude, il s'est arrivé aux urgences pour ses mouvements anormaux des globes oculaires. Nystagmus. Donc, ces mouvements qui sont spontanés, anormaux des globes oculaires, il était quand même ataxique, donc n'arrive plus à marcher seul. Quel signe vous devinez? C'est le fameux opsoclonus. Opsoclonus. Donc, devant ces mouvements anormaux des globes oculaires, il faut penser tout d'abord au syndrome de Kingsbourg paranéoplasique. Donc, opsoclonus ataxie, plus ou moins de myoclonie, donc c'est la triade aussi qui peut être incomplète. C'est le syndrome de Kingsbourg qu'on a suspecté. Et il faut faire dans ce cadre-là le dosage de marqueurs tumoraux de neuroblastome. Donc c'est le dosage de NSE qui était élevé. Malheureusement, on a complété par l'échographie abdominopelvienne, la scintigraphie MEBG, et c'est avéré que c'est un neuroblastome surrénalien gauche. Donc l'enfant a été opéré avec des cures de corticoïdes sans nette amélioration. Et par la suite, on l'a mis sous immunoglobuline avec amélioration. Donc revenons à notre classification, et selon le mode évolutif, on peut avoir plutôt une ataxie intermittente. Et dans le cadre de ces ataxies intermittentes, tout d'abord, il faut penser aux canalopathies. En fait, c'est le cas des ataxies épisodiques, et ces pathologies, il faut savoir que c'est des pathologies monogéniques qui sont très rares et qui vont se manifester sur le plan clinique par des ataxies, des vertiges qui sont récurrentes, qui peuvent durer de quelques jours et à plusieurs jours. Il y a plusieurs types d'ataxie, et par exemple l'ataxie épisodique type 1 qui est donc due à une mutation du gène KCN11 et qui donne des crises assez courtes et des mouvements anormaux à type de myochymie. Il y a aussi l'ataxie épisodique type 2 qui est due à une mutation du gène CACN11 et qui se manifeste en général par des crises beaucoup plus longues et un syndrome cérébelleux au premier plan. Donc ça, c'est des pathologies qui sont connues d'origine génétique, et ces gènes en général codent pour des canaux ioniques membranaires qui se situent au niveau de notre cervelet. Sinon, il y a aussi les maladies métaboliques, que vous le savez très bien. Donc les maladies métaboliques, en général, il faut savoir que toutes les catégories des maladies métaboliques peuvent s'associer à une ataxie.
Ça peut être des maladies qui affectent les petites molécules, comme les aciduries organiques, le déficit en cycle de l'urée, le déficit en MTHFR, la VED, donc le déficit en vitamine E. Il y a les maladies qui aussi affectent les molécules complexes, comme la maladie de Niemann-Pick type C, le Gaucher type 3, la céroïde lipofuscineuse, le rhizome, etc. Et finalement, ça peut être aussi un déficit de métabolisme énergétique, comme le déficit en GLUT1, le déficit en PDH, les mitochondriopathies, etc. Donc ça, c'est une approche par signe spécifique en cas de maladie métabolique. Et les maladies métaboliques qui peuvent se manifester par une ataxie intermittente, en général, il y a la leucineuse, et il y a aussi les aciduries organiques, le déficit en cycle de l'urée, le déficit en GLUT1, le déficit en PDH et le syndrome de Legg. Donc, citant comme exemple, donc c'est le cas de Yassine. Yassine, il est âgé de 6 ans, il est issu d'un mariage consanguin de premier degré et il avait présenté un retard psychomoteur d'emblée. Donc, à l'âge de 5 ans, il avait présenté des troubles de la marche, des mouvements anormaux qui étaient intermittents et qui s'aggravaient après l'effort physique et après l'exercice. Donc, l'examen de Yassine a montré une déficience intellectuelle légère, un syndrome cérébelleux statique et cinétique et des mouvements anormaux choréo-dystoniques. Toutes les explorations, à savoir l'IRM, l'examen ophtalmo, l'EMG, etc., sont normaux, mais c'est l'étude du LCR qui a permis de nous arriver au diagnostic. Et c'est l'étude du LCR qui a montré une hypoglucorachie qui est profonde de 0,35, qui nous a fait suspecter le syndrome, donc le déficit en GLUT1, et on a complété par l'étude génétique du gène SLC2A1 qui a confirmé le diagnostic, d'où on a mis notre enfant sous régime cétogène avec amélioration. Donc, pour la famille 1, on avait 2 filles, donc P1 et P2. P1, à l'âge de 5 ans, a présenté des troubles de la marche à type d'instabilité et de l'élocution d'installation aiguë, sans fièvre. Donc, à l'examen, elle était dysarthrique, elle avait une marche ataxique, une dystonie généralisée, une monoparésie crurale droite. P2, à l'âge de 3 ans ou 8 mois, donc c'est sa sœur. Donc, elle avait présenté plutôt des douleurs abdominales, une asthénie qui était suivie de troubles de la marche et des troubles oculomoteurs. À l'examen, elle avait aussi une ataxie, une dystonie généralisée, un ptosis, un strabisme divergent bilatéral et un nystagmus. L'IRM cérébral chez P1 et chez P2 a montré un aspect typique d'hypersignal au niveau striatal, c'est-à-dire au niveau du noyau codé et au niveau des putamènes, qui a permis de retenir le diagnostic de syndrome de Legg, et la spectroscopie a montré un pic de lactate chez P1. Donc la biologie a montré chez P1 et P2 une hyperlactacidémie à jeun et un rapport lactate sur pyruvate qui est élevé chez P1 et normal chez P2. On a complété par l'étude Whole Exome qui a montré un variant homozygote du gène SLC19A3 qui a confirmé le diagnostic de déficit en transporteur de thiamine. Pour vous parler que le syndrome de Legg, lui aussi, il peut se manifester par des ataxies intermittentes. Finalement, et sans vous tarder, donc selon le mode évolutif, on peut avoir une ataxie qui est d'évolution chronique, et c'est plutôt les maladies héréditaires dans ce cas de figure, qui peuvent être de transmission autosomique récessive comme les ACAR ou bien dominante comme les SCAR, la SPG, la paraplégie spasmodique familiale. Il y a aussi les ataxies avec apraxie oculomotrice. Il y a aussi les maladies métaboliques avec phénotype Friedreich, comme la maladie de Friedreich, la VED, la bêta-lipoprotéinémie, les aciduries organiques, les mitochondriopathies et les maladies lysosomales. En deuxième lieu, il y a les déficits en vitamines, comme les déficits en vitamine B1, B3 et B6. Les maladies désimmunitaires, il y a la maladie cœliaque, mais il y en a beaucoup aussi de maladies désimmunitaires qui peuvent s'associer à une ataxie chronique. Et finalement, il y a aussi le syndrome de Kingsbourg, qui peut se manifester aussi par une ataxie chronique. Donc, il faut se méfier de ce fameux opsoclonus ou bien de l'association de myoclonie à une ataxie.
Donc finalement, je vais vous illustrer par le cas rapidement par ces cas. Donc c'est l'enfant Malek qui est âgé de 9 ans, sans antécédent, et qui a été hospitalisé aux urgences de pédiatrie pour ingestion accidentelle d'un corps étranger. C'est une pièce de jeu de dames. Donc malheureusement, à l'extraction a échoué, qui a été compliqué d'une perforation de l'œsophage et une médiastinite. Elle a été hospitalisée, mise sous alimentation parentérale, mais cet enfant a commencé donc à présenter des vomissements qui étaient incoercibles. Deuxième fibroscopie faite, passage heureusement du corps étranger dans l'estomac, puis dans les selles, mais malheureusement pour l'enfant, après 1 mois, il a développé des signes neurologiques à type de tremblement au niveau du chef, au niveau des membres supérieurs, des troubles de l'oculomotricité, des crises épileptiques et des troubles de la mémoire. Donc, l'examen a montré des troubles cognitifs, une ataxie cérébelleuse et proprioceptive, un syndrome neurogène périphérique, une ophtalmoplégie. À l'IRM cérébral, on avait des lésions thalamiques, des lésions périaquéducales et des lésions des corps mammillaires. Je vous laisse deviner, qu'est-ce que ça peut être? Donc des vomissements incoercibles, et par la suite ataxie, troubles cognitifs, une atteinte mammillaire à l'IRM. Il faut penser à l'encéphalopathie de Gayet-Wernicke, et c'est le déficit en vitamine B1. Donc on a complété par le dosage de vitamine B1 qui était effondré. La patiente était mise sous supplémentation donc, vitaminique avec amélioration. Donc je passe le cas. Un seul cas, je vais compléter par ce seul cas. Donc c'est le cas de Taqwa, donc qui est âgé de 15 ans. Donc je vous laisse deviner ce signe aux vidéos si vous voulez. Donc c'est une fille qui est âgée de 15 ans, consanguinité de 2e degré, 13 mois, oui. Donc marche d'emblée pathologique, rougeur oculaire, ataxie, donc télangiectasie et très bien, donc ataxie, télangiectasie. En fait, ce vidéo montrait ce fameux signe qui est l'apraxie oculomotrice, donc qu'on peut avoir chez les enfants. Et finalement, donc, on a fait le dosage de l'alpha-photoprotéine, le dosage des IgA qui était effondré, et c'est l'étude génétique qui a confirmé la maladie en montrant le variant pathogène. Elle était homozygote au niveau du gène ATM. Donc rapidement, comme j'ai expliqué donc, l'algorithme décisionnel, il faut tout d'abord reconnaître notre ataxie, faire le diagnostic positif et différentiel. Par la suite, il y a le diagnostic syndromique, ça peut être cérébelleux, vestibulaire, proprioceptif. Et finalement, on peut arriver donc, à notre diagnostic étiologique. La prise en charge, certes, ça dépend en fonction du mode évolutif et de l'étiologie. Et je vous remercie pour votre attention.